Parfait, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Baptiste Brelet. Je suis en première année de thèse au LNCA, laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives. Et je vais vous présenter aujourd'hui pas forcément mon projet de thèse, mais plus globalement ce qu'on fait dans mon équipe, donc le rôle des facteurs épigénétiques dans la maladie de Huntington. Avant tout, je vais quand même vous présenter un peu mon parcours. Donc, comme Héloïse, en fait, j'ai fait une première année des études de santé pendant 2 ans, à laquelle j'ai échoué à l'université de Reims. Finalement, c'est presque plus une chance parce que je me suis déjà rendu compte pendant ce temps-là que j'aimais pas forcément apprendre comment diagnostiquer une maladie, mais plus comprendre comment elle fonctionne et comment on peut potentiellement trouver des moyens thérapeutiques. Donc finalement, j'ai basculé ensuite sur une licence de biologie toujours à Reims. À noter, j'ai fait une licence de SVT, mais c'est un parcours biologie cellulaire et physiologie. Finalement, j'ai fait de la géologie, de la biovège, et ça m'a pas empêché d'en être là où je suis aujourd'hui. Donc, juste pour garder en tête que c'est pas forcément le parcours qui fait tout, et c'est aussi vos affinités, et là où vous vous sentez bien, vous êtes forcément plus performant. Donc, suite à cette licence, j'ai voulu continuer dans les neurosciences et rejoindre le master de neurosciences cellulaires et intégrées à l'Université de Strasbourg. Durant lequel j'ai pu effectuer différents stages, notamment un stage volontaire entre le M1 et le M2, dans l'équipe d'Aurore Mendoza, donc sur les cycles circadiens, Noémie vous représentera plus tard. Et j'ai effectué mon stage de M2 dans l'équipe de Karine Marianne au LNCA, où du coup je suis en train de faire ma thèse actuellement. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais et dans quelle équipe je suis? Je suis au LNCA, donc laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives, je vous l'ai dit, on est dans les locaux de la faculté de psychologie de Strasbourg. Et en gros, il y a 4 équipes différentes, donc notamment 3 dans ces locaux-là, et puis l'équipe qui est un peu à part, qui sont aussi un peu en clinique. Donc nous, on est dans l'équipe 1 épigénétique et dynamique des systèmes de mémoire, dirigée par Jean-Christophe Cassel et Anne-Laurence Boutillier. Il y a également l'équipe 2, dirigée par Chantal Matisse, qui travaille aussi sur la mémoire, mais notamment dans la maladie d'Alzheimer. L'équipe 3, dirigée par Katia Beffort, sur l'abus de drogue et la neuroadaptation, dont Florian va vous parler juste après, qui, lui, est dans l'équipe 3. Et l'équipe 4, dirigée par André Dufault, qui travaille sur la neuropsychologie et la neurophysiologie du vieillissement normal et pathologique. Donc, pour vous détailler un peu ce qu'on fait dans l'équipe 1, en gros, on a 2 axes principaux de recherche. Les systèmes de mémoire en conditions physiologiques, avec les mécanismes de consolidation et les circuits anatomiques impliqués. Et puis, ces systèmes de mémoire, quand ils sont altérés dans les pathologies, notamment dans les maladies neurodégénératives, donc avec l'étude des maladies d'Alzheimer et apparentées, et la maladie de Huntington. Et donc, c'est dans cette sous-équipe-là que je travaille sur la maladie de Huntington, sous la direction de Karine Marianne. On cherche à définir les signatures épigénétiques propres à la maladie. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à caractériser quels sont les mécanismes sous-jacents à ces signatures, quelles en sont les conséquences fonctionnelles au niveau cellulaire et au niveau donc, des neurones, pour pouvoir identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc là, c'est peut-être pas hyper évident qu'est-ce que c'est qu'une signature épigénétique et qu'est-ce que c'est que la maladie de Huntington. Donc je vais vous définir un peu plus ça en détail. Et tout d'abord, la maladie de Huntington, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie neurodégénérative, mais un peu moins connue qu'Alzheimer et Parkinson notamment. Donc, pour vous illustrer, parce que des images vaut mieux que des mots, je vais juste vous montrer le symptôme principal qui est la chorée de Huntington chez un patient ici. À un stade assez tardif de la maladie. Et ce qui est caractéristique en fait dans cette maladie, c'est ces mouvements-là qui sont complètement incoordonnés. Et vous allez voir, il arrive donc, il cherche à appeler sur son téléphone, mais il a la motivation de le faire, mais il n'arrive pas à le faire. Et là, vous allez voir, il va essayer de se déplacer, et c'est également ces mouvements choréiques, pardon. Donc on a l'impression qu'il danse un petit peu, mais c'est juste parce qu'il n'arrive pas à coordonner ses mouvements. Donc, il y a ces mouvements choréiques qui sont caractéristiques de la maladie, mais on a aussi d'autres symptômes. Et en fait, la maladie, elle a une multitude de symptômes. Il y a les symptômes moteurs, mais également cognitifs et psychiatriques. Donc, avant de s'attarder sur ces symptômes-là, je tenais à vous dire que c'est une maladie assez rare malgré tout. Donc, c'est pas comme Alzheimer où il y a de grandes chances que vous la développiez en vieillissant. Elle touche une personne sur 10 000, donc ça reste quand même une grosse part, mais ça reste une maladie rare. Et les symptômes se développent à l'âge adulte, autour environ de 40 ans. Donc, les symptômes moteurs, je vous les ai montrés, c'est les mouvements choréiques, la perte de coordination. Donc, c'est pas douloureux en soi, mais mentalement, c'est compliqué à vivre. Et puis, vous voyez, même pour faire des tâches basiques, en fait, il n'arrive pas à les faire. Et puis, ces troubles moteurs, en fait, au fur et à mesure du développement de la maladie, ça va atteindre des fonctions vitales et ça va aboutir à la mort des patients qui pourront plus respirer et les fonctions vitales seront altérées. Il y a également des troubles cognitifs qui sont plus précoces dans le développement de la maladie, donc un peu avant 40 ans, où on a une perte de mémoire procédurale et des troubles de l'attention. Et puis des troubles psychiatriques également, avec de l'anxiété, des pensées suicidaires et de la dépression. Donc, qu'est-ce qui cause l'ensemble de ces symptômes? En fait, c'est parce qu'il y a une structure du cerveau qui est altérée, et notamment dont les neurones dégénèrent. C'est le striatum, donc cette structure particulière ici,
on voit qu'elle est bien présente chez les sains. Par contre, dans le cerveau Huntington, il y a une forte dégénérescence de cette structure, notamment des neurones épinomoyens de cette structure-là. Et donc, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se développe chez un individu sur 10 000 et pourquoi pas plus, pourquoi pas moins? En fait, l'avantage et l'inconvénient de cette maladie, c'est qu'elle est 100% génétique. En gros, c'est la mutation dans le gène de la Huntington, donc la présence de triplés CAG, donc les bases CAG de l'ADN, qui sont répétées 36 à 39 fois dans le gène de la Huntington. Et si on a cette répétition avec ce nombre de répétitions-là, on sera sûr de développer la maladie. C'est ce qui se passe chez ces individus. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on a la mutation? C'est qu'en fait, la protéine Huntington qui va être formée, elle va être mal conformée, elle va être dysfonctionnelle vu qu'elle aura une expansion de CAG et donc elle va avoir des effets sur la dégénérescence des neurones. Le problème à l'heure actuelle, c'est que la maladie, il n'existe aucun traitement pour la guérir, ni même pour retarder les effets. Il y a bien des essais cliniques qui sont en cours, mais pour l'instant, rien de bien concret. Donc, il est essentiel de comprendre les mécanismes de mise en place de la maladie, comment, en partant de la mutation génétique et de la protéine mal conformée, on arrive à cette dégénérescence des neurones, pour voir donc les mécanismes qui sont mis en place petit à petit, pour pouvoir potentiellement les bloquer avec des cibles, pour trouver des cibles thérapeutiques pour des futurs traitements. Donc, à l'heure actuelle, c'est déjà assez caractérisé, les voies mises en place, notamment la protéine Huntington mal conformée entraîne un stress énergétique, donc il y a un dysfonctionnement des mitochondries, notamment dans les neurones du striatum. Également, ça va induire une altération épigénétique, je vais vous présenter plus tard, et ça va être à la base du défaut d'expression des gènes, et donc ça va favoriser également la mort des neurones. La présence de cette protéine mutée va également faire qu'elle est capable de s'agréger. En fait, la malconformation et l'extension de triplé CAG, ça va lui donner une forme différente, elle va être capable de former des agrégats. Donc, en soi, ça va former un stress cellulaire, mais en plus, ça va pouvoir recruter d'autres protéines qui sont là dans la cellule de base et qui seront donc non fonctionnelles. Et enfin, notamment, donc ça, c'est les 4 axes principaux, notamment, la protéine peut induire une altération du transport cellulaire et donc directement, notamment, si on pense aux neurones, s'il y a une altération du transport axonal, ça va entraîner un dysfonctionnement des neurones. Donc, ça, c'est les 4 principales altérations dans la maladie. À noter que ces deux-là, donc dysfonction énergétique et altération épigénétique, c'est les deux plus précoces avant l'apparition des symptômes. Donc, c'est pour ça que dans l'équipe, en tout cas, on trouve que on se focalise là-dessus, on trouve que c'est les points les plus importants à comprendre, si ce n'est pour guérir la maladie, au moins retarder l'apparition des symptômes. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous, on se concentre sur les altérations épigénétiques. Donc, dans l'équipe, elle est dirigée par Karine Marienne, mais il y a aussi un postdoc actuellement, Raphaël Alcalavida, moi-même en doctorat, et Charles Beckrène, qui est ingénieur de recherche. Donc, je vais me concentrer un peu plus maintenant sur ce qu'on fait dans l'équipe concrètement. Et si je vous parle de l'altération épigénétique, c'est peut-être pas forcément clair pour vous qu'est-ce que c'est l'épigénétique. Donc, tout d'abord, je vais vous le redéfinir dans les cellules saines, en conditions physiologiques. Vous savez probablement que dans nos cellules, l'ADN a différents niveaux de compaction. L'ADN, c'est cette structure en double brin composée des bases ATGC complémentaires. L'ADN, dans la cellule, va être compacté autour des histones ici et former une structure qui est les nucléosomes. Ces nucléosomes, ils vont être capables, eux aussi, de se compacter davantage en structure solénoïde. Et ces structures solénoïdes vont encore avoir une superstructure et une encore plus grosse structure qu'est les chromosomes. Donc, dans les chromosomes, on a ces différents niveaux de compaction de l'ADN. Et c'est en fait ces différents niveaux de compaction, ça va réguler différemment l'expression des gènes. En fonction de la compaction, si l'ADN est condensé ou décondensé, les gènes sont exprimés ou pas. Notamment, dans ce qu'on a de l'ADN condensé, donc dans les chromosomes, lorsqu'ils ont cette forme, on parle d'hétérochromatine. Et l'ADN sera condensé, donc la machinerie cellulaire pour la transcription, donc pour l'expression des gènes, ne pourra pas se fixer sur l'ADN. Dans ce cas-là, on n'a donc pas d'expression des gènes à proximité. La question, c'est comment ça se fait que cet ADN est compacté? Et bien, en fait, il est compacté parce qu'il va y avoir des marques spécifiques sur l'ADN et sur les histones qui vont faire qu'il va avoir cette conformation. Notamment, il y a des modifications d'histones et des modifications de l'ADN, notamment. Donc, la méthylation des bases cytosine et guanosine, et puis certaines modifications d'histones. La triméthylation, par exemple, de la lysine K27 de l'histone 3 ou de la lysine K9 de l'histone 3. Pour ça, après, c'est dans le détail, il y a beaucoup plus de marques que ça. Mais donc, dans l'idée, quand l'ADN ou les histones présentent ces marques, ça va être compacté, il n'y aura pas de transcription des gènes. À l'inverse, il existe aussi l'ADN qui est décompacté, qui est décondensé, on parle de chromatine, et dans ce cas-là, les gènes pourront être transcrits. Il y a bien l'expression des gènes à proximité. Et ça se fait vu que l'ADN est condensé, en fait, la machinerie cellulaire pourra se fixer et lancer la transcription.
Et là encore, il y a des marques spécifiques qui font que cet ADN est décondensé. Et donc, à l'inverse, elles vont favoriser l'expression des gènes, notamment les marques acétylées H3K27 et H3K9, ou encore, par exemple, la marque H3K4 triméthylée. Donc, en gros, c'est cette idée de l'épigénétique, c'est qu'à partir d'un même support génétique, à partir du même gène, que les marques soient activatrices ou inhibitrices, ça va faire que le gène sera exprimé ou non. Ça, notamment, c'est des phénomènes qu'on retrouve durant le développement, qui fait qu'à partir d'une même cellule de départ qui est à la rencontre du spermatozoïde et de l'ovocyte, on arrive à avoir un organisme entier avec plein de cellules différentes. C'est parce que, notamment, les mécanismes épigénétiques vont activer ou inhiber la transcription des gènes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est dans la maladie de Huntington? Je vous ai dit qu'il y a une altération épigénétique. En fait, dans le cerveau de patients sains, et plus particulièrement dans les neurones du striatum, ce qu'on a, c'est qu'on a expression des gènes neuronaux, donc l'ADN est décondensé au niveau de ces gènes neuronaux-là parce qu'il y a les marques activatrices, et à l'inverse, notamment par exemple au niveau des gènes gliaux, étant donné qu'on est dans des neurones, c'est pas des astrocytes par exemple, donc les gènes gliaux ne sont pas exprimés, pareil pour les gènes du développement dans le cerveau adulte, ils ne sont pas exprimés, parce qu'il y a les marques inhibitrices qui empêchent l'expression de ces gènes. Et bien en fait, dans le cerveau Huntington, il y a une espèce de reprogrammation, et on est presque à l'opposé de ce schéma-là, c'est-à-dire que lorsqu'il y a expression de la protéine Huntington mutée due à la mutation, on se rend compte que dans le cerveau, dans les neurones du striatum, les gènes neuronaux présentent un enrichissement en marques inhibitrices et une déplétion en marques activatrices. Donc finalement, l'expression des gènes neuronaux va être diminuée et à l'inverse, les gènes gliaux vont avoir plus de marques activatrices et moins de marques inhibitrices. Donc les appareils de machinerie de transcription vont pouvoir venir s'y fixer et favoriser l'expression de ces gènes gliaux. Donc il y a une espèce de reprogrammation en fait dans le cerveau Huntington et c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure à la base du défaut d'expression des gènes. Donc ça, c'est ce qui a été établi dans la littérature par différentes équipes de recherche et notamment par celle où je suis. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans l'équipe? Qu'est-ce qu'on cherche encore à comprendre aujourd'hui, si ça s'est établi, pour pouvoir trouver de potentielles pistes thérapeutiques? Donc, tout d'abord, avant que je rentre dans le détail, je tenais à vous dire, en fait, nous, on travaille sur les souris Huntington, on ne travaille pas sur les cerveaux des patients, étant donné que on regarde des mécanismes moléculaires. Il faudrait à la limite regarder les cerveaux des patients en post-mortem, mais vu qu'on regarde des mécanismes très précoces, c'est plus facile de travailler sur des souris qui ont la maladie. Donc concrètement, c'est des souris qui ont la mutation génétique, donc qui vont exprimer la protéine mutée ou alors une partie de la protéine mutée. Et nous, on travaille à des stades présymptomatiques, donc ils n'ont pas encore de troubles moteurs ou quoi que ce soit. C'est juste pour voir si, avant même l'apparition des symptômes, il y a déjà ces altérations épigénétiques. Donc tout d'abord, ce qu'on cherche à étudier, c'est la conformation de la chromatine dans l'espace. Je vous l'ai dit, elle peut être condensée ou décondensée, et ça, c'est des profils qui sont changés avec la maladie. Donc, ce qu'on cherche à voir, c'est quels sont les gènes et les régions de l'ADN qui sont accessibles en comparant les cerveaux d'animaux malades avec les cerveaux d'animaux sains. Et pour ce faire, on a recours à des techniques de biomol assez poussées, notamment de capture de la conformation de la chromatine ou de l'attaque sec. Et donc, on séquence l'ADN et on regarde les gènes qui sont récupérés. Également, on cherche à définir les marques épigénétiques du stratum Huntington parce qu'on ne définit pas seulement quel est l'état de la compaction de l'ADN, mais également quelles sont les marques présentes. Est-ce qu'il y a des marques activatrices, plus de marques inhibitrices, ou est-ce qu'elles sont différentes ou sur des gènes différents? Et ça, on le fait en conditions basales ou en conditions d'apprentissage. Donc, pour le faire en conditions d'apprentissage, on a recours notamment à des tests comportementaux de Rotarod ou encore de tests de WH. Je pourrais le détailler si vous avez des questions, par exemple, par la suite. Et enfin, le plus important à mes yeux sur ce projet, c'est pas uniquement de caractériser le cerveau et le striatum des animaux malades, mais également de comprendre quels sont les mécanismes qui aboutissent à ces altérations épigénétiques. Et on a notamment deux hypothèses. Donc ça, c'est une hypothèse qui a été étudiée notamment par le doctorant qui était dans l'équipe avant moi, de savoir est-ce que les protéines de transcription, donc notamment la RNA polymérase et d'autres protéines, pourraient être piégées dans les agrégats de Huntington, et c'est pour ça qu'on aurait un défaut d'expression des gènes. Et puis une autre approche, qui est la mienne durant mon projet de thèse, c'est de savoir est-ce que finalement le stress énergétique, qui est aussi altéré au niveau à un stade précoce de la maladie, il pourrait être à la base du défaut épigénétique. L'idée étant que la protéine mutée induirait le stress énergétique, qui serait à la base du défaut d'expression des gènes via la reprogrammation épigénétique en diminuant les marques activatrices et en augmentant les marques inhibitrices, notamment au niveau des gènes neuronaux, et donc ça induirait une diminution d'expression de ces gènes-là. Et pour ce faire, j'ai recours à différentes techniques de biomol, donc notamment du séquençage de la chromatine immunoprécipitée, de la co-immunoprécipitation, du Western blot, de l'immunofluorescence, et j'en passe. Donc voilà pour ce qu'on fait en gros dans l'équipe. Je n'ai pas précisé plus que ça mon projet.
Mais donc, si vous avez des questions sur mon projet, n'hésitez pas à les poser, que ce soit là tout de suite, ou même si vous regardez la rediffusion, à m'envoyer un mail à la limite. N'hésitez pas également à faire un tour sur le site du laboratoire, parce que je vous ai présenté ce qu'on fait nous dans l'équipe 1, mais même l'équipe 1, c'est beaucoup plus large que ça. Et puis, il y a les autres équipes qui font des choses complètement différentes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ok, merci Baptiste. Du coup, comme il l'a dit, donc n'hésitez pas à poser des questions. On va attendre un petit peu s'il y a des messages et entre-temps, est-ce que vous avez des questions par hasard? Ouais, peut-être vous allez dire. J'avais une question. Bon, toi, tu travailles sur le stade présymptomatique. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà vu, du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau comportemental chez les souris? Au stade présymptomatique ou plus tard, du coup? Plus tard, plus tard, non, j'ai pas vu, mais par exemple, on a 2 modèles de souris. On en a un qui est vraiment, même si on le laisse vieillir, en fait, il développera pas les symptômes parce qu'il est pas sévère, mais un autre qui, on regarde le stade présymptomatique, mais si on le laisse, il commencera à avoir des symptômes moteurs. Ouais. Et en gros, au niveau du comportement des souris, tu vois que petit à petit, elles commencent à ramper. Alors, c'est pas vraiment les mouvements choréiques comme vous voyez chez le patient où il n'arrive pas à contrôler ses mouvements. C'est plus, elles arrivent pas à marcher, en fait. C'est plus une perte de motricité, plus que des mouvements involontaires ou autres. Au niveau de la motricité fine, je sais pas, tu sais, il y a des expériences. Ouais. Oui, par exemple, où ils attrapent des grains. Je me demandais si ça, tu savais comment ça. Alors, je ne sais pas, mais de toute façon, dans l'idée, la maladie est vraiment de pire en pire et c'est ultra sévère. Donc, c'est comme on voyait le patient qui n'arrive pas à appuyer sur son téléphone. Je pense que oui, ils ont des altérations à ce niveau-là, les modèles. Ouais. Et je me demandais si tu savais tester comme. Par exemple, il y a un essai thérapeutique qui a été lancé il y a 3-4 ans et ils ont dû arrêter il y a un peu moins de 6 mois, je crois. En gros, l'idée, c'était, étant donné que la maladie, elle se base sur l'expression d'une protéine mutée, on va bloquer son expression avec des ARN antisens. Donc, en gros, le but, c'est, vu que pour produire la protéine, la production d'ARN, on va fixer un ARN qui va le compléter, donc il n'y aura pas de transcription en protéine. Le problème, apparemment, pourquoi ils ont arrêté l'essai clinique, c'est que finalement, ça avait l'air même d'empirer la maladie. Notamment, un problème de cette approche, c'est qu'il faut réussir à se concentrer sur la forme mutée de Huntington, mais par exemple, chez les patients, il y a aussi la Huntington physiologique qui ne présente pas la mutation qui est exprimée, et elle est essentielle au fonctionnement des cellules. Donc, il faut arriver à laisser celle-là s'exprimer de façon normale et cibler uniquement la protéine mutée, et ça, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi ce truc de peut-être qu'en finalement, avec l'essai clinique, ils émettent cette hypothèse que peut-être que si on dégrade l'ARN muté, en fait, la dégradation en soi, c'est un stress pour la cellule et ça ne va pas forcément l'aider à surmonter la maladie. C'est quoi un stress énergétique? Alors, dans la maladie, par exemple, ça a été aussi montré chez les patients avec de l'IRM fonctionnel, une diminution de la consommation de glucose par les cellules. Et puis, il y a aussi une altération de la chaîne respiratoire dans la mitochondrie. Donc, en gros, les mitochondries sont dysfonctionnelles. Elles arrivent moins à générer de l'énergie et en plus, même à récupérer du glucose pour en fabriquer. Donc, globalement, la production d'énergie dans la cellule est complètement… Moins d'ATP. Moins d'ATP, oui, c'est ça aussi. Le striatum, c'est juste la première zone qui va être touchée ou c'est seulement cette zone? Non, c'est vrai, c'est la première zone. En fait, c'est un peu comme dans l'idée d'Alzheimer où c'est l'hippocampe surtout, et puis après, ça se répartit dans l'ensemble du cerveau. Dans Huntington, c'est le striatum en premier, puis après, ça se répartit à tout. Mais du coup, c'est pour ça aussi qu'on regarde dans les striatums, vu que c'est des stades précoces et présymptomatiques. Justement, par rapport à ça, je me demandais, vu qu'il y a des dégénérescence, elle se fait du coup des deux côtés du cerveau. Ouais. Est-ce qu'au niveau de la symptomatique, on a une espèce de latéralisation à un moment donné au début, ou est-ce que c'est vraiment des deux côtés Alors, il y a rien en tout cas qui montre qu'il y a quelque chose de latéralisation. C'est plutôt à la limite, là, j'ai pas précisé ici, mais en fait, dans les stratums, il y a 2 types de neurones principaux, les D1 et les D2, et il y a l'air d'avoir les D2 qui seraient altérés de façon plus précoce parce qu'ils sont plus sensibles aux modifications métaboliques notamment, et puis après les D1 qui sont altérés. C'est plus dans la chronologie en fait que dans la latéralité, la progression. Moi, j'avais juste une question sur les symptômes du coup d'Huntington. Tu as montré du coup le symptôme qui est le plus fréquent, qui est la chorégraphie. Est-ce que ça affecte la Corée, pardon, la Corée. Est-ce que ça affecte aussi vraiment tout ce qui est facial? Est-ce que
ça dépend du stade. Est-ce que du coup, il y a tout ce qui est problème de déglutition, des choses comme ça, de pupille Alors, je ne saurais pas te dire si vraiment ça se voit physiquement, mais oui, il y a le problème de déglutition et ça fait partie des troubles du coup, plus tardifs et qui aboutissent à la mort des patients, c'est qu'ils sont incapables de se nourrir par eux-mêmes et même à la fin de respirer par eux-mêmes parce que l'ensemble des muscles fait ce qu'il veut, en fait. Il y a cette coordination complète. Et c'est des spasmes, en fait, ou c'est vraiment des problèmes de coordination? Non, c'est vraiment des problèmes de coordination, oui. C'est parce que, par exemple, si on voit quand il essayait de marcher, il n'y avait pas trop de mouvement autre, c'est plus s'il essaye d'avoir la démarche normale, mais bah, vu que tout est décoordonné, ça n'a aucun sens, quoi. Ok. Est-ce que quand ils dorment, il y a aussi ce type... Alors, j'ai aucune idée. Mais comme ça, je te dirais que non, parce que du coup, dans l'idée où c'est pas des spasmes, justement, où c'est des mouvements comme ça qui sortent de n'importe où. Ça se rapproche un petit peu de Parkinson aussi. On sait que les symptômes de Parkinson, ils apparaissent au repos. Dès que la personne, elle bouge, enfin, chez un stade de parkinsonien assez faible, justement, on va perdre ces symptômes-là. Du coup, est-ce que c'est l'inverse de la maladie de Huntington? Dès que la personne va bouger, du coup, les symptômes vont s'exacerber. Ben, je sais pas, je pense que tu peux pas comparer. En plus, ça n'affecte pas du tout la même structure ou quoi que ce soit. Mais dans l'idée, c'est pas vraiment comparable. Ouais. Okay. En fait, j'avais vu il y a longtemps qu'il y avait des patients qui développaient des symptômes, enfin pas les symptômes moteurs en premier, ils développaient plutôt les symptômes psychiatriques d'abord. Est-ce qu'il y a une différence entre les personnes qui développent d'abord les symptômes moteurs et les symptômes psychiatriques? En fait, dans tous les cas, je n'ai peut-être pas été clair pour les symptômes psychiatriques, mais les symptômes cognitifs et psychiatriques sont développés bien avant les symptômes moteurs. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, alors je me suis pas trop attardé là-dessus, mais on regarde en condition d'apprentissage sur nos souris, notamment on teste la mémoire procédurale avec le WH, parce que c'est des fonctions qui sont altérées même avant les fonctions motrices. C'est aussi le striatum qui... Étant donné que dans la maladie, c'est le striatum qui est impacté en premier, on part du principe que tout ça vient du striatum, mais après, c'est pas hyper bien décrit. Mais du coup, c'est cette idée aussi de travailler à des stades hyper précoces et présymptomatiques, enfin avant les symptômes moteurs en tout cas, parce que déjà avant, tu as des altérations chez les patients et donc c'est déjà important de chercher des pistes. Je veux bien un petit peu savoir quelle était la prise en charge finalement de ces patients au niveau de leur suivi, etc. Est-ce qu'il y a des accompagnements? Parce que j'imagine que c'est tous les jours, c'est au quotidien. Par exemple, la vidéo que je vous ai montrée, elle sort d'un reportage qu'on peut retrouver sur YouTube, où en gros, ils sont dans une famille d'accueil, si je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, qui accueille les patients à Huntington et qui ont l'habitude donc de gérer ça. Et il y a aussi c'est pas de la thérapeutique vraiment, mais il y a des espèces de groupes qui leur font faire des exercices physiques pour essayer de coordonner malgré tout leurs mouvements et ralentir la mise en place des symptômes. Et oui, et surtout, vu que c'est aussi beaucoup de symptômes psychiatriques et cognitifs, il ne faut pas uniquement les aider, par exemple, à manger ou je ne sais pas, c'est aussi les accompagner mentalement et psychologiquement. Du coup, une petite dernière. Ouais, pour moi. Pas commencer. J'avais une petite question. Du coup, la maladie, vous avez dit à une mutation d'un gène, donc il y a une Ouais. Probablement. Et du coup, il y a des familles qui sont sûrement plus susceptibles de développer ce genre de maladie. Est-ce qu'il y a du coup des études qui s'intéressent à essayer de dépister chez ces familles? Une grosse branche de l'étude d'Huntington, c'est de trouver des biomarqueurs, tout simplement. Après, le problème de la maladie, je n'ai pas trop détaillé là, mais c'est aussi qu'au fur et à mesure des générations, l'expansion agrandit. Donc, toi, tu ne peux pas avoir la maladie, mais limite au niveau expansion, et dans ta descendance, ça prend un triplé de plus, et là, ça devient symptomatique. Et puis, il y a ce truc aussi, vu que ça se développe à 40 ans, peut-être que tu fais des enfants sans savoir que tu as la pathologie, et ça se répercute comme ça. Mais oui, il y a une grosse partie qui cherche justement des biomarqueurs de la maladie pour la dépister à temps, et sans faire de tests génétiques, forcément. Du coup, c'est bien parce que ça rejoint la question juste avant. Sur la vidéo qui a montré, le jeune homme n'avait pas l'air d'avoir 40 ans. Ouais. Donc, je suppose qu'en fonction du nombre de CAG, il va y avoir des formes très sévères qui peuvent toucher peut-être même les enfants, je ne sais pas. C'est ça. Et des formes vraiment tardives. Donc, je pense aussi que c'est ce que vous reprenez pour vos modèles animaux. Ou est-ce que c'est une autre procédure plutôt pharmacologique? Si, c'est ça. En gros, nos modèles
en gros, plus l'expansion est longue, plus les modèles vont être sévères. Par exemple, nos souris, on travaille sur des souris. Alors, de nos modèles souris, ils ont 140 triplés de CAG. Et à l'inverse, il y en a qui ont 175, donc ils sont un peu plus sévères. Il y en a qui ont 75, donc ça, c'est celles qu'on a moins. Et puis, par exemple, tu mets une expansion à 20, bah là, c'est pas pathologique, c'est le contrôle. Donc oui, c'est ça. En fait, plus il y a l'expansion, plus ça va être sévère et ça va se développer rapidement. Et du coup, pourquoi ne pas juste cibler cette région d'expansion avec de l'ARN interférent? Bah, le problème, c'est que cette expansion, elle peut être retrouvée dans d'autres gènes qui, eux, sont pas altérés dans la maladie. En fait, l'expansion de triplé CAG, c'est pas propre à la mutation Huntington. Et c'est pour ça qu'on peut ni cibler la protéine parce qu'il y a la forme saine qui existe dans les cellules, ni cibler l'expansion parce qu'il y a des expressions dans d'autres gènes. C'est pour ça que c'est compliqué. On doit cibler l'expansion dans le gène de la Huntington. Mais c'est le problème des essais cliniques qui, en fait, peut-être que même en ciblant ça, c'est pas forcément hyper efficace. Justement, là, tu nous disais qu'il existe encore une version saine de la protéine dans les cellules. Donc ça veut dire que les patients sont hétérozygotes. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des patients qui sont homogéniques Non, en fait, c'est pas viable. Il y a même pas de naissance quant à la double mutation. Ouais. Et même les animaux, c'est pareil. S'il n'y a pas d'autres questions, il y a juste une question de Clément qui demande comment le stress énergétique peut déréguler les marqueurs épigénétiques. Alors, là, c'est tout mon projet de thèse. Du coup, je me suis pas trop attardé là-dessus parce que ça commence à devenir technique. Mais en gros, l'idée, c'est que le substrat pour former les marques activatrices, où j'ai dit, par exemple, l'acétylation des histones, ça va être activateur pour l'expression des gènes. Et donc, l'idée, c'est que ce substrat pour la production en gros, le substrat pour produire de l'acétylation, c'est l'acétyl-CoA. Et cet acétyl-CoA est directement produit par le métabolisme énergétique. Donc, on part du principe que peut-être il y a certaines, et ce que j'étudie en fait dans mon projet, des enzymes de synthèse de l'acétyl-CoA qui seraient dérégulées dans la maladie. Donc, il y a une altération de la synthèse d'acétyl-CoA et donc une altération de l'acétylation des histones. Ok. Après, il y aura peut-être aussi une autre explication un peu plus simple, vu que la mitochondrie s'occupe aussi de la production d'ATP, qui est donc important pour plein de mécanismes, notamment la production d'acétyl-CoA et donc aussi tous les mécanismes de méthylation, etc. sur l'ADN. Ce serait peut-être aussi juste la production d'ATP qui est plus suffisante pour pallier à ces mécanismes-là. Ouais, mais tu as une espèce de reprogrammation, du coup, c'est peut-être plus précis que l'ATP global, c'est pour ça. Et il y a aussi la méthylation qui est produite aussi par les mitochondries, et pas l'acétyl-CoA, mais aussi par l'alpha-cétoglutarate. Donc lui aussi, moi, je me focalise sur l'acétylation, mais toutes les modifications épigénétiques ont l'air reliées avec le métabolisme plus ou moins. En fait. Ok. C'est bon pour tout le monde? Bah, si c'est bon, on peut switcher. Du coup, merci Baptiste.